Beaucoup de gens se sont moqués de Gims sur son affirmation sur la pyramide, comme quoi elle serait des centrales électriques. Première des choses, Gims c'est pas un scientifique et il n'a jamais eu la prétention de se faire appeler comme tel. Et deux, son affirmation vaut la peine d'être analysée. Mais dans l'histoire, il y en a eu des gros mythos autoproclamés scientifiques qui ont voulu faire le buzz pour au final être de véritables pétards mouillés et considérés de menteurs internationaux. Ce genre d'escroquerie est appelé fraude scientifique. Aujourd'hui, on va voir les 7 plus gros fils de l'histoire scientifique. Plus gros fils de l'histoire scientifique. 1908. Dans le petit village de Piltdown, près de Londres, une découverte paléontologique allait bouleverser notre compréhension de l'origine de l'homme. Un paléontologue amateur exhuma des ossements qui semblaient être le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Un crâne humain associé à une mâchoire simiesque. Mais avec des molaires caractéristiques des humains fut dévoilé au monde. Les scientifiques de l'époque y virent une confirmation de leur théorie. La découverte est annoncée par Downson et Smith Woodward, conservateurs du département de géologie du British Museum. En Angleterre, c'est la folie. Les paléoanthropologues bombent le torse. Le premier homme était donc anglais. Bon, vous l'aurez compris, si c'était une success story, cette histoire n'aurait pas été ici. En réalité, les ossements sont le fruit d'une supercherie éhontée. Il s'agit d'un crâne d'homme moderne et d'une mâchoire d'orang-outan aux dents limitées. Les deux datant de quelques siècles, mais artificiellement vieillis par un traitement chimique. Il n'y a jamais eu de fossile à Piltdown, il n'y a pas eu de découverte révolutionnaire et encore moins d'hommes singes. Mais la vérité, elle s'est fait attendre. Près de 40 ans. En fait, après analyse, le crâne et la mâchoire n'ont pas le même âge. Là, vous cherchez tous à savoir le coupable, n'est-ce pas? Woodward a toujours été d'une grande intégrité et son rôle s'est limité à en quelque sorte valider cette théorie. On a accusé W.G. Solas, professeur de géologie à Oxford, le zoologiste anglais Martin Hinton qui aurait voulu piéger Smith Woodward, William Ruskin Butterfield, le conservateur du musée de Hastings, Samuel Allison Woodhead, un ami de Downson et tellement d'autres personnes qui n'ont rien à faire dans cette vidéo à part la rendre plus longue. Mais il reste quelqu'un dans tout ça, celui qui s'est présenté à Woodward pour publier la théorie. Celui sans qui toute cette histoire n'aurait jamais existé. J'ai nommé Charles Downson. Bon, je crois que j'en ai un peu trop fait. Il a été suspecté d'être l'auteur de la fraude liée à la découverte de l'homme de Piltdown. Sa participation dans la fabrication des ossements a été remise en question, mais l'identité exacte du faussaire n'a jamais été clairement établie. Fin de ce vente, mais au moins comme ça vous êtes déjà dans l'esprit de la vidéo. À l'aube du XXe siècle, les physiciens ne juraient que par les rayons. Ils parlaient rayons, ils pensaient rayons, ils rêvaient rayons, ils En 1895, l'Allemand Wilhelm Röntgen fut le premier à observer les rayons X. L'année d'après, le Français Henri Becquerel découvrait les rayons issus de la radioactivité. Des succès retentissants qui leur valurent le prix Nobel dans les années qui suivent. Mais comme vous le savez, le succès fait des joyeux, mais aussi des envieux. Physicien de 53 ans et encore français, il faut le préciser, René Blondeau ne voulait pas être en reste. Respecté de l'Académie des sciences, il communique sa propre découverte en 1903. Les rayons N. Baptisés en l'honneur de sa ville Nancy. Alors ces fameux rayons N ont quoi de particulier? Ils traversent l'aluminium ou le papier sans problème, mais sont arrêtés par un fin film d'eau. Et contrairement aux rayons X, ils peuvent se réfléchir par exemple sur un prisme en quartz. Leur observation est toutefois délicate. Ils ne se manifestent qu'en amplifiant l'intensité d'une petite étincelle ou en la diminuant. C'est la panique dans le monde scientifique. Tout le monde voulait reproduire l'expérience de Blondeau avec enthousiasme. Sauf que ça marchait pas tellement. Il semblerait que ces rayons soient plus faciles à observer en France, et particulièrement en Lorraine, qu'ailleurs dans le monde. C'est moi ou... ça pue l'arnaque. T'es un menteur, t'es un menteur toi. L'Académie des sciences françaises publie néanmoins abondamment sur la question. Pas moins de 53 articles au premier semestre 1904. Parmi lesquels, c'est étonnant, cas d'émission de rayons N après la mort par Charpentier, étude de la moelle épinière au moyen de rayons N par Bronca et Zimmern, ou encore sur la production des rayons N par les vibrations sonores par Massey de Lippenheim. Est-ce qu'ils avaient vraiment vu ces rayons N avant de faire leurs articles? Pendant ce temps en Angleterre, les articles publiés dans la revue britannique Nature se teintent d'une ironie croissante. Ils sont convaincus que les Français veulent entuber le monde. Et pour bien tacler leurs voisins d'outre-Manche, ils iront jusqu'à envoyer leur propre enquêteur à Nancy.
Et bien sûr, il n'est pas là pour faire le fanatique, mais bien pour piéger les expérimentateurs en modifiant le dispositif à leur insu, sans que cela n'affecte leur observation. Son verdict est sans appel. Je suis reparti avec la conviction ferme que les quelques expérimentateurs qui ont obtenu des résultats positifs ont été d'une certaine façon victimes d'illusions, écrit-il en septembre 1904. En gros, il traite René et sa bande de parano et de menteurs. Faut-il parler de supercherie grossière, d'hallucinations collectives ou d'autoconviction, d'erreur ou de fraude? La question n'a jamais été tranchée, tout comme pour notre cher faussaire de Piltdown. Le saviez-vous? C'est sans doute la fraude scientifique la plus incroyable jamais démasquée. On est en 1974 au Sloan Kettering Institute of New York. Ouais, vous matez mon accent américain et tout. Je sais, c'est nul. Bon bref, un immunologiste William Summerlin affirme avoir mis au point une technique de greffe de tissu entre espèces, n'entraînant aucun rouge. En gros, on prend la peau ou un tissu quelconque d'un animal et on l'ajoute sur un humain et puis soi-disant il n'y aura pas d'effet secondaire. Est-ce que je suis le seul à sentir que ça va partir en couille? Non. Alors, M. William, son exploit le plus spectaculaire était la greffe de peau d'une souris noire sur une souris blanche, ce qui aurait dû être impossible selon les connaissances de l'époque. Summerlin avait déjà acquis une renommée pour ses succès précédents, notamment ses greffes de cornée humaines sur des lapins. Bon, là, le mec, il était en roulis total, mais il faut avouer que c'est impressionnant. Son nouveau tour de force promettait une carrière brillante et des avancées révolutionnaires dans le domaine de la transplantation. Cependant, des collègues suspicieux ont commencé à examiner de près la souris greffée et ont fait une découverte ultra gaulerie. La couleur de la peau greffée disparaissait lorsqu'elle était en contact avec de l'alcool. En réalité, Summerlin avait simplement utilisé de l'encre noire pour simuler la greffe. Dites-moi comment un scientifique promis à un grand avenir peut faire une connerie aussi bête. La tête de Wham, il était bête. Attendez, on entend de parler dans mon oreille. Oui. On a la réponse. Ce mec était un fraudeur en série. Vous connaissez Jack l'Éventreur? Vous connaissez Pennywise? Lui, c'est vraiment un meurtrier dans son domaine. D'ailleurs, vous voyez sa greffe de cornée humain sur le lapin? Et bah, c'était du pipeau aussi. Il a fallu qu'une supercherie soit dévoilée au public pour que tout le château de cartes s'écroule. Les motivations derrière ces actes de fraude restent sujets à débat. Certains pensent que Summerlin a été submergé par la pression de produire des résultats significatifs et de regagner l'estime de son supérieur exigeant. D'autres évoquent des troubles émotionnels graves qui auraient pu l'amener à commettre ces actes de tromperie. L'histoire de Shinichi Fujimura est enveloppée d'une aura mystérieuse et fascinante, oscillant entre succès spectaculaire et tromperie sournoise. Au départ, il était un simple archéologue amateur, mais sa série de découvertes sensationnelles et son intuition remarquable lui ont valu une reconnaissance rapide et un poste de direction à l'Institut paléolithique de Tohoku au Japon. Pendant les années 90, les travaux de Fujimura ont ébranlé les connaissances établies en repoussant considérablement l'âge des premiers hommes au Japon, de moins 35 000 ans à une période reculée de moins 600 000 ans. Sa réputation s'est développée et il était admiré pour ses talents et son don inexplicable de trouver des artefacts là où les experts chevronnés avaient échoué. Cependant, le destin a basculé pour Fujimura le 22 octobre 2000, lorsqu'il a été filmé à son insu par des reporters suspicieux du journal Mainichi Shimbun. Les images révélaient un côté sombre de son personnage. Alors qu'il enterrait délibérément des pierres taillées sur le site archéologique de Kamitakamori, quelques jours plus tard, avec un aplomb surprenant, il a annoncé la découverte de ces mêmes objets dans des couches archéologiques très anciennes. Mais cette fois-ci, sa supercherie avait été exposée. La vidéo incriminante a marqué la fin de la carrière de Fujimura. Le 5 novembre, lors d'une conférence de presse, il a été confronté à la preuve irréfutable de sa fraude et a avoué ses méfaits.
Les investigations ultérieures ont révélé que Fujimura avait perpétré cette tromperie dans chacun des 168 sites archéologiques où il avait travaillé, bouleversant ainsi la vision de la période paléolithique japonaise. Après la révélation de sa fraude, Fujimura a été interné pour maladie mentale et l'institut de Tohoku a fermé ses portes en 2004. Depuis lors, on dit que le fraudeur a changé de nom et reconstruit une nouvelle vie loin des terrains archéologiques, laissant derrière lui une histoire mystérieuse de tromperie et de trahison scientifique. Cette anecdote est moins marrante parce que tout un pays a en pâti des couillonneries d'un couillon. Tout commence dans les années 1920 en URSS, lorsque Trofim Lysenko, un agronome autodidacte, a développé des théories sur l'agriculture qui allaient à l'encontre des connaissances établies en génétique. Il prétendait que les caractéristiques acquises par les plantes pouvaient être transmises à leur descendance, contredisant ainsi les principes de l'hérédité mendélienne. Vous vous rappelez de Mendeleïev, le gros feignant qui n'a rien à faire de sa vie à part forcer les plantes à baies? Mais au moins lui, il a dit des choses vraies, pas comme ce fraudeur. Bref, revenons-en à l'histoire. Lysenko a affirmé que les plantes pouvaient être éduquées pour résister à des conditions environnementales difficiles en les soumettant à des traitements spéciaux. Par exemple, il prétendait pouvoir transformer des plantes annuelles en plantes vivaces en les exposant à des températures très basses. Ces idées ont été accueillies favorablement par le régime soviétique qui cherchait à améliorer l'agriculture pour nourrir la population. Cependant, les théories de Lysenko étaient basées sur des expérimentations douteuses, des manipulations de données et des conclusions erronées, et il n'a pas tenu compte des preuves scientifiques existantes ni des principes fondamentaux de la génétique. Donc, pour lui, Mendeleïev et les autres allaient vous faire foutre. Malgré cela, Lysenko a réussi à se hisser au sommet du monde scientifique soviétique grâce à ses liens politiques et à sa rhétorique populiste. C'est tout ça, avoir des relations. T'es incompétent, mais t'es haut placé. Exactement comme... Vive la démocratie! Bref, sous le régime de Staline, les idées de Lysenko ont été adoptées comme politique officielle de l'État et tous les biologistes qui les remettaient en question étaient recommandés ou exclus de la communauté scientifique. Des millions de personnes ont été affectées par ces politiques agricoles basées sur des théories bêtes, entraînant des échecs dans la production alimentaire et contribuant à la famine en Union soviétique. Ce n'est qu'après la mort de Staline dans les années 50 que les erreurs de Lysenko ont été progressivement reconnues et dénoncées. Les scientifiques soviétiques ont rétabli les principes de la génétique classique et ont démontré les erreurs graves commises par Lysenko. Sa fraude scientifique et son impact néfaste sur la recherche en génétique ont laissé une marque saignante dans l'histoire soviétique. La science, c'est cool, ultra cool, mais comme dans tout autre domaine, elle est remplie de parts sombres. J'ai fait cette vidéo pas pour confirmer que tous les scientifiques sont des menteurs avides d'argent et de succès, mais pour souligner les dangers de la pression excessive, de l'ambition démesurée, de la tension et de la fraude pour atteindre des objectifs scientifiques et de renommée, et également renforcer la nécessité d'une évaluation rigoureuse et d'une vérification indépendante des résultats scientifiques afin de préserver l'intégrité de la recherche. Oh, ça fait du sport. Aussi, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Dites-moi dans les commentaires la faute qui vous a le plus choqué et abonnez-vous, comme ça vous pourrez encore me voir pop-up sur votre compte d'accueil. Sur ce que la chose n'a jamais dû entendre, c'est Harry Potter. Bisous.